Bonjour à tous, c'est un véritable bonheur que de vous retrouver de plus en plus nombreux sur notre chaîne News Jardin TV que nous réalisons avec ma petite femme Nicole. Vous la connaissez maintenant, c'est ma petite jardinière. Elle réalise toutes les images de notre émission, mais également elle entretient notre jardin et de temps en temps je lui donne un petit coup de main. News Jardin TV, c'est la chaîne qui déchaîne les passions pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature. Et nous vous accueillons ce soir pour le numéro 5 de notre émission exclusive Lecture Nature. Lecture Nature, c'est un concept totalement innovant, propre à News Jardin TV, qui vous propose 2 fois par mois un rendez-vous pour vous présenter les nouveautés en matière d'édition, mais aussi de presse, et tout cela quand cela concerne évidemment notre passion commune des plantes, du jardin, de la nature, comme je vous disais. C'est une présentation détaillée, bien sûr, mais aussi une analyse sans concession. Nous sommes absolument libres, à la fois du choix des ouvrages que nous vous présentons, mais également de la manière dont on interprète le contenu. Et notre but, c'est de vous faire le meilleur choix pour que vous puissiez enrichir votre propre bibliothèque avec les meilleurs ouvrages, surtout ceux qui vous seront le plus utiles. Je vous rappelle que News Jardin TV vous offre gratuitement accès à plus de 1300 vidéos sur la chaîne YouTube, ou bien sur notre site www.newsjardintv.com, sur lequel toutes ces vidéos sont classées selon des rubriques bien particulières pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Et je vous signale également que nous avons la fameuse émission Le Quotidien du Jardin, qui en est actuellement à son 155e numéro et qui tous les soirs vous donne rendez-vous à partir de 19h pour un nouveau sujet, à savoir une réponse à l'une de vos très nombreuses questions. Mais pour bénéficier de l'ensemble de la collection du Quotidien du Jardin, nous vous demandons une petite participation, ce qui nous semble quand même la moindre des choses par rapport au travail effectué, et il suffit pour cela de devenir membre de News Jardin TV, le club. Nous vous en remercions par avance. Je vous propose de commencer notre présentation par un magazine, un hors-série. Vous connaissez tous Science et Avenir, la revue scientifique de vulgarisation. Et pour une fois, eh bien, il y a un sujet, ou du moins c'est ce qui est écrit sur la couverture, c'est la science au service du jardin. Alors que nous réserve ce magazine? Il fait partie des indispensables de Science et Avenir, un magazine trimestriel qui traite d'un sujet bien spécifique. Et ici, on pourrait s'attendre à ce que l'on ait des choses que l'on ne voit pas ailleurs, puisqu'en fait la science, elle est souvent un peu laissée de côté au niveau du jardinage. On en parle pas mal, nous, sur News Jardin TV, mais très souvent, on parle plutôt des choses terre à terre. Eh bien, malheureusement, là, on est complètement plongé dans tous les grands poncifs, dans toutes les idées reçues habituelles du jardin d'aujourd'hui. Et on va retrouver les choses qui sont toutes éco-politiquement correctes, si je puis dire. Donc on va avoir la permaculture, on va avoir le travail sans labour, on va avoir évidemment la connaissance du sol, et même le jardinage avec la lune. Enfin, les titres sont un petit peu en dehors du sujet. Le compost, l'art gratuit des jardiniers. La permaculture, philosophie de vie. Jardiner avec la lune, comme je vous ai dit, le réchauffement climatique, on ne peut pas passer à côté, et même, faire pousser des simples pour soigner la planète. Franchement, on s'attendait à nettement mieux de la part d'un magazine aussi sérieux et intéressant habituellement que Science et Avenir, bon sang. Il y a tellement à dire au niveau de la science. Pourquoi est-ce qu'on a complètement oublié les progrès de la génétique, les apports de la sélection variétale? Pourquoi on n'a pas non plus travaillé sur tout ce qui est biocontrôle aujourd'hui? Il y a des sources formidables d'avenir pour éviter les pesticides. Il y a les auxiliaires, il y a la botanique, il y a même des plantes nouvelles. Et bien tout ça, j'en ai pas là-dedans, ou très peu, de façon un peu épisodique, avec des informations ponctuelles, ok, mais qui ont déjà été remontées par pas mal de médias. Alors je vais pas faire que ma mauvaise tête, il y a quand même des choses. D'abord l'idée. Que voulaient faire les journalistes qui ont eu l'idée de ce hors-série? Eh bien ils voulaient tisser des passerelles entre scientifiques et jardiniers. C'est pas mal ça. Alors il y a effectivement le début, une interview entre Marc-André Selosse et Damien Decartes, qui est un jardinier très permaculteur. Bon, Marc-André, lui, c'est un scientifique. Nous avons eu le plaisir de l'accueillir sur News Jardin TV. C'est quelqu'un d'extrêmement pointu, très intéressant, notamment dans la connaissance du sol, et on y rentre là-dedans. Mais malgré tout, j'aurais aimé qu'un véritable regard scientifique puisse être porté. Et c'est quoi? Eh bien, c'est se mettre au-dessus du sujet,
de le regarder dans son ensemble, les pour, les contre, les avis de celui-ci, les avis de celui-là, et puis aussi avoir une approche un petit peu plus profonde des sujets. Reste qu'il y a quand même des choses sympas là-dedans, notamment un reportage sur le jardin alpin du Lautaret et tout le travail qu'ils y font. Mais il y a encore des choses qui me gênent. Par exemple, il y a un reportage qui aurait pu être très intéressant sur la belle sobriété des Méditerranéennes. Mais on passe totalement à côté. Parce qu'évidemment, il y a des plantes formidables pour toutes ces régions qui n'ont pas beaucoup d'eau. Mais il faut savoir qu'en revanche, si on les accueille dans les régions qui, elles, de temps en temps sont mouillées, eh bien on les fait crever. Qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de nous faire croire, que la France va se transformer en Sahara, ce qui n'est pas vrai. Il y a des régions qui manquent d'eau, oui, mais globalement, la France reçoit beaucoup plus d'eau qu'elle n'en utilise. Après, qu'on soit sobre au niveau de la culture, qu'on essaye de trouver des techniques, oui, mais elles sont même pas là-dedans. On vous raconte toujours les mêmes choses, les mêmes banalités. Donc c'est quand même très dommage, si vous avez un petit peu justement cet esprit d'analyse, de critique, plongez-vous dedans, il y a des choses quand même à prendre. Puis c'est pas trop cher. Il y a 84 pages, c'est 5,90 €. Je vous propose maintenant de commencer à voir les livres avec un ouvrage qui est dans la ligne directe de tout ce que je vous avais présenté dans l'émission numéro 4, à savoir le potager et le potager. Ici, on a Le potager anticrise de Rodolphe Grolésia chez Ulmer. C'est une réédition, parce que ce livre qui est sorti en 2010 a connu un très beau succès, avec plus de 20 000 exemplaires vendus. Il a même obtenu le prix Saint-Fiacre, qui est décerné par l'AJJH, l'Association des journalistes de l'horticulture et du jardin, dont j'ai eu aussi le plaisir d'être lauréat 2 reprises. Qui est Rodolphe Grolésia? Eh bien, c'est un professeur en lycée professionnel qui habite dans la baie de Somme, une maison bioclimatique. Et il se passionne pour le jardinage, au point d'avoir d'ailleurs été lauréat en 2007 du concours national des jardins potagers qui est organisé par la SNHF, la Société nationale d'horticulture de France. Et l'objectif qu'il a dans son livre, c'est que le lecteur puisse manger. Alors on vous dit sain, bah oui, parce qu'on va cultiver les légumes de façon aussi simple et saine et naturelle que possible, et surtout à moindre coût lorsqu'on a un potager. L'intérêt de l'ouvrage, c'est que l'auteur rassemble dans les pages l'essentiel de ses expériences. Il vous livre ses réflexions perso. Bah, j'ai fait ça ou j'arrive pas à faire ceci, j'ai plutôt choisi de prendre des plants pour tel légume parce que j'arrive pas à faire les semis, etc. Après, est-ce que c'est un véritable cours? Ben, pas forcément, parce que le jardinage, c'est pas une science exacte. Donc ce que lui rate, vous pouvez le réussir, et à l'inverse, ce qu'il réussit, vous pouvez aussi le rater. Mais l'intérêt, c'est que vous n'êtes pas dans le banal. On vous raconte bien une histoire. Bien sûr, il y a des informations basiques. On ne va pas réinventer les époques de culture pour les différents légumes. On ne va pas réinventer non plus la qualité des sols qu'il faut ou l'entretien nécessaire. Mais il y a toujours ce petit côté perso. Et l'originalité, elle est vraiment dans les bilans chiffrés. Parce qu'il vous donne à la fois le temps passé et les coûts générés, et ensuite la valeur de ce qu'il a obtenu. Là aussi, attention bémol, parce que c'est son approche, c'est les coûts qu'il a dépensés, c'est le temps qu'il a passé, et puis il faut quand même savoir que vous ne pouvez pas faire de projection sur 5-10 ans, parce qu'il y a des années où ça pousse, des années où ça pousse moins bien, donc vous n'êtes jamais sûr d'avoir le résultat qu'on vous promet dans le bouquin. Donc on peut le regarder de deux manières, soit simplement les 3 447 € qu'il annonce d'avoir produit au niveau de sa valeur, ou alors aussi les diviser par les 247 heures qu'il a passées dans l'année sur le terrain pour produire ses légumes, et à ce moment-là on retombe sur une valeur horaire qui est à 13,96 €, qui est effectivement un peu au-dessus du SMIC, mais qui n'est pas forcément non plus extraordinaire. Donc à condition d'avoir les bonnes récoltes, mais c'est vrai aussi qu'il faut ajouter les bons moments que l'on passe dans son jardin. Il y a 224 pages, le livre vaut 24,90 €, il est franchement assez intéressant et il est chez Ulmer. Nous sommes dans les rééditions, nous allons continuer avec le guide Larousse du jardinier débutant, qui est un livre collectif d'origine anglaise et qui avait été publié la première fois en France en 2019. Le livre lui-même, d'ailleurs, est constitué d'extraits de pas moins de 13 ouvrages qui ont été publiés, toujours chez Larousse, dans une collection qui s'appelait Pas à Pas. On peut critiquer l'habitude qu'ont beaucoup d'éditeurs aujourd'hui de recycler des ouvrages en les découpant, en les remettant en page, en faisant une sorte de micmac, de manière à créer de la valeur ajoutée pour eux,
plus que pour le lecteur, il faut bien le dire. Et de temps en temps, quand on est vraiment bibliophile et qu'on achète beaucoup de livres de jardinage, eh bien on se fait piéger parce qu'on se dit « Tiens, c'est bizarre, mais ça, je l'ai déjà vu. » Ben oui, puisqu'en fait, c'est du recyclage. Du coup, c'est toujours très difficile de faire du jeune avec du vieux, et ce livre s'en ressent. Il s'en ressent parce qu'on ne peut pas dire qu'ils tiennent vraiment ces promesses de toutes les bases du jardinage. Non, on a en fait 80 projets, 80 idées, 80 thèmes qui vous sont délivrés sous forme de photogestes. Alors c'est vrai, c'est pas mal illustré. Vous avez vraiment des choses pratiques. Les photos sont plutôt de très bonne qualité. Et puis du coup, la lecture est simple parce que c'est plutôt un livre de photos légendées. Donc on y accède facilement. Même si le travail de réflexion, de structuration du livre a été pas mal fait, on n'a pas quand même l'ensemble des bases. Mais si vous êtes jardinier débutant, si vous ne voulez pas vous casser la tête avec des gros ouvrages encyclopédiques, comme d'ailleurs parfois j'en ai commis, eh bien vous pouvez vous plonger quand même dans ce livre. Il y a les bases, mais il n'y a pas toutes les bases, mais c'est déjà quand même une bonne mise en route et surtout un très bon rapport qualité-prix, parce que 256 pages, 19,95 €, et encore une fois, c'est chez Larousse. Nous revenons dans les choses qui sont à la mode actuellement avec le guide terre vivante du jardin-forêt par Rémi Kulik. Rémi Kulik qui a passé son enfance en Afrique et qui a découvert une véritable passion pour la nature et surtout toutes les choses qui sont très foisonnantes. Aujourd'hui, il est pépiniériste dans le Tarn et il s'est spécialisé dans la création de jardins-forêts. Et il a même aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Le Jardin des Merveilles, comme si on s'émerveillait, et qui compte quand même 150 000 abonnés. Félicitations. Rémi a planté ses premiers arbres il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui, il a un jardin-forêt qui couvre 2 hectares, où il produit tout un ensemble de plantes, qu'elles soient alimentaires ou ornementales. Et ce livre va être ce que l'on peut appeler un manuel d'agroforesterie à destination d'un amateur, bon, un peu averti, mais qui est intéressant parce qu'on peut quand même toujours s'interroger sur le bien fondé de cette agroforesterie. Parce que produire des légumes à l'ombre des arbres, ça semble quand même une véritable gageure lorsque l'on sait que les légumes ont besoin quand même d'un maximum de soleil pour se gorger de vitamines et atteindre leur maturité. Alors il est évident que dans son livre, l'auteur encense son système. Et il présente le jardin-forêt comme fascinant, productif, résilient, auto-fertile, apaisant. Et il considère aussi que le jardin-forêt est une des solutions à de nombreuses problématiques actuelles que seraient la perte de biodiversité et le dérèglement climatique. Aujourd'hui, de toute façon, tous les auteurs de bouquins y vont de leur petit couplet. Dans le livre, on a déjà quelques éléments fondamentaux de la culture bio, avec le sol vivant, la biodiversité sauvage et même l'élevage. Il y a aussi la notion d'écosystème, il y a aussi des éléments qui nous permettent quand même de comprendre l'intérêt écologique d'un jardin. Au début de l'ouvrage, il y a une vingtaine de pages, je dirais de botanique, qui sont intéressantes, qui sont bien faites, qui sont détaillées, d'un bon niveau même, mais c'est hors sujet totalement. Et en fait, il faut attendre à peu près la page 87 pour rentrer vraiment dans le sujet, et on va, si on n'a pas de base, être, je pense, assez dérouté quand même par le propos. Et de temps en temps, c'est même carrément prise de tête avec énormément de notions qui sont théoriques. Et une vision scientifique qui est poussée, qui est intéressante. Heureusement, justement, que les expériences de l'auteur, qu'il expose généreusement, facilitent là la compréhension et donnent une lecture plus facile. Et surtout, on a un texte ultra dense. Et des choses qui ne sont pas forcément non plus encore dans le sujet, comme le greffage par exemple. Résultat, c'est pas tout à fait enthousiasmant, à mon avis bien sûr, surtout par rapport à l'esthétique du jardin. Et ça, c'est souvent ce qu'on a dans ce type d'ouvrage d'aujourd'hui, que ce soit en permaculture ou en agroforesterie. Voilà, on a un capharnaüm plutôt qu'un jardin. Un jardin, c'est un lieu à vivre, c'est un lieu dans lequel on doit se sentir bien, en harmonie effectivement avec la nature. Mais c'est pas non plus un bazar dans lequel tout pousse à foison. Donc au final, ce livre vous expose des choses intéressantes dans un jardin qui, à mon avis, n'est pas un véritable petit paradis comme chaque jardinier le souhaiterait, mais qui vous apprend pas mal de choses. 288 pages, 35 €, c'est chez Terre Vivante. Avec Agroforesterie et maraîchage de Léon Schlipp chez les éditions du Rouergue, nous restons dans le même sujet que le livre précédent, mais c'est écrit par un jeune Allemand, là. On a un livre de traduction.
Et ce jeune Allemand est devenu maraîcher à la suite d'un voyage découverte de fermes bio aux États-Unis. Et il a créé un collectif qu'il appelle joliment l'île aux légumes, dans lequel tout le monde pratique cette agroforesterie, qui est tout simplement la culture de légumes sous un couvert d'arbres, ou du moins avec des arbres. La particularité de cet ouvrage, c'est que l'auteur vous présente d'autres personnes, les exemples, réussis plus ou moins, de différents personnages que l'on va rencontrer, qu'il a rencontrés, et dans lesquels ils expriment surtout aussi leur philosophie, parce qu'il faut bien dire, l'idée c'est d'imiter autant que faire se peut la nature, et puis d'avoir un mode de vie différent de celui qu'on a vécu. L'objectif du livre, évidemment, est tout à fait louable. Il veut développer des écosystèmes biodiversité, ceci à petite échelle, où les légumes sont cultivés sur des surfaces réduites, économes en ressources. Et là encore, on a une sorte de panégyrique de l'agroforesterie. On dit que c'est un endroit de grande biodiversité, un lieu d'accueil des auxiliaires, qui favorise la fertilité des sols, qui économise l'eau grâce à l'ombre, qui résiste au vent, à la sécheresse. Et on parle même dans le livre de maraîchage bio-intensif. Ça, c'est encore une notion extraordinaire et contradictoire d'ailleurs. Nous avons affaire à un livre extrêmement ambitieux, mais franchement largement utopique, et qui invite à développer des nouvelles méthodes, alors souvent d'ailleurs inspirées de techniques ancestrales, et qui voudrait résoudre les crises du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Je vous rappelle quand même que s'inspirer de méthodes qui ont fait leurs preuves à l'époque où il y avait 10 fois moins d'humains sur la planète ne peuvent pas être projetées dans les conditions d'aujourd'hui. Quand on fait du maraîchage à forcerie professionnelle, c'est pour nourrir tout le monde. Alors on va dire quand même que ce livre, c'est un retour d'expérience précis, documenté, très détaillé, mais encore, rappelons quand même que beaucoup de ces techniques restent expérimentales et ne peuvent pas vraiment se projeter à grande échelle. Et puis, il y a le côté quand même un peu lyrique de l'auteur qui peut agacer, parce qu'il utilise en permanence des superlatifs. Il qualifie par exemple les salades et les petits pois de véritables bombes de vitamines, enfin des choses comme ça. C'est très dense. Heureusement, c'est pas mal illustré, structuré, il y a des tableaux, et puis encore une fois, les interviews sont quand même assez originaux. 192 pages, 32 €, les éditions du Rouergue. Avec les 2 livres qui vont terminer cette émission, nous allons quitter le monde du jardin, ou du moins directement, et plonger dans celui de la nature. Voici le livre « Les tortues du monde » de Jeffrey Lovitch et Whit Gibbons aux éditions du Gerfaut. C'est un livre d'origine américaine qui vous présente un panorama complet des quelques 350 espèces de chéloniens, oui les tortues, que l'on connaît dans le monde. Donc on a une extraordinaire diversité, une biodiversité, et il faut savoir quand même que certaines tortues sont très gravement en danger d'extinction. Les auteurs sont des chercheurs, dont un a même eu l'honneur de voir son nom associé à une espèce de tortue du Mississippi, la Grapthemis gibbonsii. Que sont les tortues? Eh bien, ce sont des reptiles, bien sûr, qui sont caractérisés par une carapace, une sorte d'os, en fait, énorme, qui leur sert de bouclier protecteur. Et ce sont des animaux qui étaient là à l'époque des dinosaures. Ils ont survécu aux millions d'années. On a ici un livre qui est très généreusement illustré, qui donne des informations précises sur les différentes espèces, mais c'est pas prise de tête, il y a juste des cartes d'identité. Et il y a même des véritables cartes pour géolocaliser les espèces. Ça, c'est intéressant. Alors bien sûr, on cite les 350 espèces, mais il n'y en a que 250 de vraiment détaillés et illustrés, mais c'est quand même déjà pas mal. Il y a aussi toute la première partie de généralité qui est franchement intéressante et qui va vous permettre de bien comprendre qui sont les tortues et leur rôle au niveau de la nature. On a l'évolution, la classification, l'anatomie, la physiologie, l'habitat, le comportement, même les migrations, les habitudes alimentaires, la reproduction, la croissance, la longévité, oui, et l'importance écologique et culturelle, sans oublier la protection. Vous voyez, il y a vraiment tout dans le livre, très agréable, facile d'approche, complet, franchement très bien fait. 240 pages, 28 €. Et nous sommes aux éditions du Gerfaut. Et maintenant, si vous connaissez bien l'émission, nous terminons toujours par le coup de cœur de News Jardin TV. Et là, il ira à un livre de chez Delachaux et Niestlé, Une histoire contemporaine des oiseaux de France. L'auteur est Philippe-Jacques Dubois, qui a été, pendant une quinzaine d'années, carrément le directeur des éditions Delachaux et Niestlé, mais qui est aussi un ingénieur écologue et, bien sûr, ornithologue. Et il a été en charge, d'ailleurs, de la réflexion
sur les aspects climatiques et la biodiversité à la Ligue de protection des oiseaux, la LPO. Donc c'est quelqu'un qui est particulièrement compétent. Il vous fait un livre très étonnant. Il y a une pléthore d'ouvrages sur les oiseaux, surtout les oiseaux de France et d'Europe. Mais là, il vous raconte l'histoire contemporaine, l'évolution des populations de ces oiseaux, leur migration éventuelle. Ils se sont déplacés d'une région à une autre, si on en voit plus ici, moins là. Quand il parle de l'évolution contemporaine, c'est quand même sur 200 ans. Parce que ça fait depuis 1850 qu'on étudie l'avifaune française et toutes ces données sont analysées par l'auteur qui vous les restitue de façon claire, précise, simple et souvent assez passionnante par rapport à chaque espèce qui est analysée. Les éléments d'information qui se trouvent dans ce livre ont pu être rassemblés grâce au travail parfois totalement anonyme d'ornithologues amateurs et il y a une véritable compilation des plus intéressantes. C'est pour ça entre autres que le livre est notre coup de cœur parce que on n'a jamais traité les oiseaux de France dans cet esprit-là, et c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et puis on ne reste pas simplement à l'histoire, et l'auteur se permet carrément une projection de l'avenir de notre avifaune jusque dans les années 2100. C'est pas une projection élucubration, c'est quelque chose qui est basé sur des données scientifiques, les fameux algorithmes dont on nous rebat les oreilles, mais qui servent aujourd'hui à créer des modèles qui seront plus ou moins avérés, mais en tous les cas, ça donne des idées, et ça permet de prendre des mesures de protection éventuelles par rapport aux espèces qui pourraient disparaître à terme. Franchement, si vous aimez les oiseaux, n'hésitez pas à vous plonger dans ce livre, parce que vous allez aussi y trouver des choses qu'on ne voit vraiment nulle part. Vous voyez par exemple des évolutions de répartition, comme je vous disais, d'une certaine espèce, on voit comment cela a progressé ou au contraire baissé au fil des décennies. Un livre qui est très sérieux, précis, très joliment illustré, il faut le dire. Ma critique, c'est quoi? Eh bien, c'est que le livre manque de rythme du fait que vous avez un texte qui continue, qui défile comme cela, et ça facilite pas forcément la recherche au niveau d'une espèce particulière. Peut-être aussi pour simplifier la lecture, on aurait pu aimer d'avoir des sous-titres systématiques par rapport à chaque espèce, justement. En tous les cas, c'est un très très beau et très bon livre, 240 pages, 32 € chez Delachaux et Niestlé. Même si aujourd'hui nous sommes dans le monde du numérique, les livres restent quand même la première source d'information qualitative et approfondie pour faire progresser nos connaissances jardinières et naturalistes. J'en suis persuadé, et je suis sûr que vous aussi. Explorer, voyager, s'émerveiller, découvrir, apprendre, c'est tout cela un livre, et beaucoup plus encore. Merci à tous et à chacun d'avoir suivi cette émission bimensuelle, et n'oubliez pas notre rendez-vous chaque soir à partir de 19 h pour notre émission Le Quotidien du Jardin, et à très bientôt pour de nouvelles aventures jardinières. C'est sur News Jardin TV, bien sûr.